Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être branché, d'être venu ce soir via Zoom à cette petite conférence. La conférence intitulée Émotion, un chemin vers l'éveil. Et on va découvrir le rôle des émotions dans notre évolution de conscience. Cela fait suite à la conférence en ligne qu'on a fait déjà la dernière fois, qui est sur YouTube déjà, Avancer en douceur. On avait déjà commencé à parler des émotions, etc. Et là, on va un peu voir comment cela se fait sur le chemin pour évoluer, en évolution de conscience. Alors, il n'y a rien de plus nocif que la vie spirituelle que de ne pas voir clair en soi. Effectivement, j'aurais pu mettre « connais-toi et tu connaîtras l'univers », mais c'est déjà bien utilisé, on l'utilise tout le temps, mais c'est vrai que quand on ne se connaît pas, quand on ne sait pas réellement comment je fonctionne, comment je réagis, quels sont mes blocages en moi, c'est vrai que je ne peux pas avancer, je ne peux pas réellement avancer parce que je n'avancerai que par rapport à mes blocages. De nombreux textes anciens et les enseignements spirituels nous enseignent que tout est à sa juste place pour nous aider à évoluer en conscience vers un éveil certain. Donc tout est là, on a déjà tout. Ceux qui ont vu la méditation pleine lune du Bélier, là aussi, on nous donne depuis le départ, on nous donne des indices depuis le départ de comment il faut faire, comment il faut évoluer. Donc tout est là, tout est là. Donc, vu qu'on a des émotions, la question se pose, mais pourquoi on a ces émotions en haut, en bas, parfois on se sent bien, parfois moins bien? Comment cela peut nous aider à évoluer? Comment on peut reconnaître ces émotions comme des marches sur notre chemin? Tout d'abord, l'éveil. L'éveil est une expansion de conscience. L'expansion de conscience, c'est quand on s'éveille à quelque chose. C'est pour ça qu'on parle de l'éveil. C'est quand on s'éveille à quelque chose. D'accord? Mais cet éveil n'est jamais un état fini. On continue à chaque fois de s'éveiller, de s'élever. Ce n'est jamais un état qui est fini. Donc une personne qui vous dit « je suis éveillée », c'est une personne qui a eu un certain état de conscience, une certaine prise de conscience, mais qui n'a pas, qui n'est qu'un état de conscience, mais ce n'est pas fini, jamais on finit. Les états de conscience sont de plus en plus élevés. Cependant, c'est vrai que cet état de conscience est également une marche vers une prochaine expansion de conscience ou éveil. Donc, à chaque fois que j'arrive à un certain palier, il y a un nouveau palier que je peux acquérir, mais grâce à ce niveau de conscience que j'ai eu. Je ne peux pas continuer à évoluer vers quelque chose qui est trop loin de moi. D'accord ? Il faut d'abord que je passe par certaines étapes. Et chaque étape est un éveil. Donc, nous avons, à chaque fois que nous avons une prise de conscience de quelque chose, c'est un éveil. Il y a des petits éveils, des grands éveils. Effectivement, en fait, c'est plus une capacité d'ouverture que réellement un éveil. En fait, c'est une capacité qui se reproduit éternellement, tant qu'on a la possibilité de, en fait, déjà tant qu'on est vivant, bien sûr, mais tant qu'on se laisse ouvrir et tant qu'on se laisse capter par ce qui se passe. C'est comme si c'était... Moi, ça me fait comme si, du coup, c'était plus éclairé, en fait. Voilà, c'est tout. Ok, donc les prises de conscience, pour toi, c'est comme si quelque chose s'était mis en lumière. Ouais, en fait, il y a les deux. Il y a ce qui a déjà été dit,
le fait quelque part. Ça a à voir avec une compréhension, mais c'est pas qu'une compréhension concrète. Il y a du vécu, mais du coup, c'est comme si effectivement, ça élargissait quelque chose. Mhm. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Et ça élargit et ça éclaire les deux pour moi. Il est vrai que nous évoluons naturellement d'un état d'éveil à un autre tout au long de notre vie, comme nous l'avons fait tout au long de nos vies antérieures, et nous le ferons lors de nos vies futures. C'est quelque chose qui est naturel. Même quand on n'en a pas conscience, il ne faut pas avoir conscience pour évoluer en conscience. Naturellement, quand j'ai conscience de quelque chose, je vais plus vite, j'évolue plus vite. On est d'accord. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est qu'est-ce qui nous fait évoluer? C'est une question que je vous pose à vous. Qu'est-ce qui nous fait évoluer? Les expériences de vie. Les expériences de vie. Tout à fait. Mais encore? Quelque chose qui nous dérange. Quelque chose qui nous dérange. L'observation. L'observation, tu peux en dire un peu plus? Le fait d'observer consciemment ce qui se passe. Ok, donc observer consciemment ce qui se passe pour pouvoir agir dessus. Voilà. Ok. Les épreuves. Les épreuves. C'est vrai que quand on regarde consciemment ce qui se passe et que tout va bien, on ne va pas forcément évoluer. Ce sont surtout les épreuves, effectivement. Les expériences de vie inconfortables. Les émotions. Oui, les émotions également. Et en fait, c'est souvent par l'inconfort et la souffrance qu'on va évoluer, tout à fait. Et comment on sait qu'on souffre? Et là, Pascal, tu l'as dit. Oui, les émotions, en fait, parce qu'effectivement, il y a un inconfort qui nous oblige à nous remettre en cause quelque part. Oui, tout à fait. Donc, ce sont ces inconforts qui nous font souffrir, qui vont faire qu'on va évoluer, qu'on va vouloir évoluer, qu'on va vouloir observer ce qui a été dit, donc on va vouloir observer ce qui se passe et comment cela se passe. Donc les émotions nous disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on est en train d'expérimenter quelque chose, une expérience de vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, et c'est comme ça qu'on sait qu'on souffre et que quelque chose on va chercher un moyen pour évoluer. Maintenant, une question, c'est quoi une émotion? Une information. Une information, mais encore? Une énergie particulière. Une information, une énergie particulière, oui. Un refus. Un refus. Oui. Une émotion peut être un refus. Un refus de ce qui est. Étymologiquement, une émotion veut dire, ça vient du latin motio, et ça veut dire mouvement, action de mouvoir. Et en français, du français, ça vient de émouvoir, qui veut dire déloger, déplacer, chasser, dissiper. Donc, une émotion est une action qui cherche à nous déloger d'un état d'être dans lequel nous nous trouvons actuellement vers un autre. C'est intéressant de voir les émotions comme ça. Parce que souvent, on voit les émotions, comme a été dit, comme quelque chose qui vient nous déranger ou quelque chose qui n'est pas forcément sympa à ressentir. Très bien. Mais une émotion est là pour justement nous faire bouger. Et
quand on parle d'évolution, quand on parle d'élargir la conscience, effectivement, on voit que élargir la conscience, évoluer en conscience, ça veut dire d'aller d'un point à un autre, c'est de sortir d'un certain confort ou un certain état d'être dans lequel on était pour aller vers un autre état d'être. Et l'émotion nous amène exactement cela. Elle nous pousse à bouger, elle nous pousse à nous déloger. C'est intéressant vu comme ça. La question, comment elles sont créées? Vous y avez déjà un peu répondu. Les émotions sont créées par des expériences de vie. En fait, ce sont les effets des expériences de vie qui nous font comprendre que l'expérience que nous vivons vient nous bousculer au niveau de notre être. Que l'expérience nous touche personnellement, dans mon état d'être, dans ce que je suis. Mon voisin peut avoir une expérience de vie et je peux dire « Oh, c'est dommage pour lui », mais après, moi, je retourne chez moi et voilà, ça c'est fait. J'y pense pas. Je ne vais pas rester éveillée, tout ça par rapport à ça, parce que ça ne me touche pas personnellement. Par contre, quand ça m'arrive à moi, c'est quelque chose de différent et là, j'ai des émotions. Et ce sont ces émotions-là qui viennent me dire que l'expérience que je suis en train de vivre est une expérience qui me touche personnellement et une expérience qui est là pour venir me déloger, justement, pour venir me faire grandir en conscience, pour me faire sortir de là où j'étais, du confort, entre guillemets, que je me suis créé. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous évoluons en conscience à travers des expériences de vie qui nous bousculent en causant des émotions. Donc effectivement, quand on nous dit mais ne plus avoir des émotions, j'aimerais bien plus ressentir de la douleur ou des émotions qui me tirent vers le bas, ben malheureusement, si on n'avait que des émotions qui étaient bien, qui étaient bonnes, on ne changerait rien, vraiment. On a beau avoir des idées de changer de choses, changer le monde, faire des choses pour l'évolution de l'humanité, etc. Mais vraiment, est-ce que nous, on bouge si on n'est pas vraiment obligé? C'est quand même intéressant de voir là aujourd'hui, avec ce confinement, ce qui est en train de se passer, que ça vient nous bousculer personnellement quasi tout le monde, toute la planète. On n'est pas simplement en train de regarder des Chinois qui sont confinés ou quelque part en Afrique qui sont confinés. Non, non, c'est chez nous aujourd'hui. Hein. On ne parle pas d'une maladie d'ailleurs, on ne parle pas d'un problème d'ailleurs. Là, c'est toute la planète. Toute la planète. Même les Américains ont un problème aujourd'hui. Non, mais dis donc. Donc, on voit bien, et chez eux, pas chez les autres, mais chez eux. Donc, on voit bien que aujourd'hui, quelque chose est là, et là, on commence à dire, mais il faut que le monde change. Mais vraiment changer. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Il faut vraiment qu'on bouge. C'est parce qu'on est bousculé personnellement et qu'on est contraint personnellement, que ça provoque des émotions en nous personnellement, qu'on a envie que les choses bougent, qu'on a envie de sortir d'un certain état. Et justement, ça va nous faire évoluer, ça va nous faire évoluer en conscience et donc arriver à avoir des éveils. Un éveil humain de toute l'humanité ou en tout cas, on peut espérer déjà pour soi des prises de conscience. Ainsi, les émotions s'avèrent des outils qui nous font comprendre que nous sommes prêts à faire un prochain pas sur le chemin de l'éveil. Parce que nous n'avons pas les expériences de vie où les choses ne viennent pas nous bousculer si on n'est pas prêt. Là aussi, c'est très intéressant parce que cela veut dire qu'il ne m'arrive jamais rien que je ne puisse pas gérer. Il n'y a jamais un problème dans ma vie, il n'y a jamais quelque chose qui m'arrive dans ma vie qui serait trop grand pour moi.
C'est quelque chose de très intéressant à comprendre et ça relativise aussi beaucoup de choses en disant mais c'est trop pour moi, je vais jamais y arriver. Si ça vous est présenté, c'est que vous pouvez arriver à l'utiliser pour le prochain pas. Je pense même en fait que c'est nous qui nous les présentons, ces possibilités d'évolution. Donc elles sont liées complètement à ce que nous, on a déjà vécu. Et de ce fait, bien évidemment, c'est notre propre chemin qu'on fait. En fait, à chaque fois on fait un pas en avant, à chaque fois qu'on fait un pas en avant, on se révèle quelque chose. Et voilà, on ne peut pas effectivement marcher dans le vide, quoi. Je n'ai pas compris ta dernière phrase. On ne peut pas marcher dans le vide, on fait quand même attention à l'endroit où on met le pied, en règle générale. Même si la tête n'est pas consciente de ça, on n'avance qu'au fur et à mesure de notre capacité d'avancer. C'est pour ça qu'on ne peut pas aller quelque part où on ne supportera pas la chose, quoi. Absolument. Mais je voulais vraiment mettre le point dessus parce que souvent les personnes disent quand on expérimente quelque chose qui est douloureux, Dieu sait que moi aussi j'ai vécu ça en me disant mais pourquoi ça m'arrive et comment voulez-vous que je puisse m'en sortir de ça, c'est trop dur, pourquoi on me fait subir ça? Mais tout simplement parce que je suis prête. Je suis prête à faire ça. Il y en a qui sont quand même particulièrement dramatiques, hein. La perte d'un enfant pour un parent. Absolument. Et pourtant, quand il nous arrive quelque chose, ça veut dire qu'on est prêt à accueillir ce qui vient. Et parfois, quand on est prêt à accueillir ce qui vient, c'est trop dur et on n'y arrive pas et on sombre, mais ça nous sera représenté, comme on dit, comme j'ai dit tout à l'heure, on avance tout au long de notre vie, mais aussi on a déjà avancé avant dans des vies antérieures et on continue aussi à avancer on continuera à avancer dans les vies qui vont encore venir. Donc, même si aujourd'hui je pense que c'est trop dur et j'aborde le problème d'une certaine manière qui n'est pas forcément la meilleure, même s'il n'y a pas de jugement, mais bon, voilà, d'une certaine manière, mais qui n'aboutit pas forcément à quelque chose d'un éveil, d'une prise de conscience, c'est pas forcément grave, ça nous sera représenté à chaque fois pour pouvoir évoluer. Pas forcément à chaque fois avec la perte d'un enfant, mais parfois sous une autre forme, mais effectivement, à chaque fois, quelque chose nous est présenté pour pouvoir évoluer. C'est dans ça que c'est intéressant de comprendre que tout ce que nous vivons, à chaque fois, tout ce que nous vivons est toujours là pour nous faire évoluer. Ok ? Donc, si les émotions se manifestent de la même manière, elles n'ont pas la même fonction pour tous. Ça, c'est vrai parce qu'on n'est pas tous pareils. Même si on dit on est tous pareils, on est tous nés, c'est pas vrai. On n'est pas tous au même niveau d'éveil. Ça, vous voyez bien autour de vous aussi. Donc, il n'existe pas une seule manière de gérer les émotions pour tout le monde. Et ceux qui sont dans les soins le savent très bien, il n'y a jamais une même technique valable pour tous, mais plutôt certaines techniques qui fonctionnent au sein de certains groupes. Donc, il y a certaines personnes qui peuvent bénéficier de cette technique et c'est super, c'est génial, ça va vraiment les faire avancer, tandis que d'autres personnes, ça ne leur fera rien du tout ou ils trouveront ça ennuyeux. Par contre, faire autre chose, ça va les aider. Donc, la même technique n'est pas pareille pour tout le monde. Et ça, il faut bien qu'on comprenne. Il n'y a pas une seule chose qui fonctionne pour tout le monde. C'est très important. Mais du coup, quand on parle de certains groupes, quels sont ces groupes? Vous voyez les groupes aussi au niveau donc de la conscience humaine, vu que là on parle de la conscience et d'éveil. Et il y a 3 niveaux de conscience humaine qu'on peut distinguer. Et ça ne veut pas dire que les gens sont meilleurs ou moins bien.
Ce n'est pas une classification de bien ou pas bien, pas du tout. C'est simplement d'observer où on en est. Et aujourd'hui, on voit qu'on a 3 niveaux de conscience humaine bien distingués. La première, c'est la conscience de masse. On a une conscience individuelle et la conscience de groupe. Alors, cette conscience de masse, qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous? Qu'est-ce que vous entendez par conscience de masse? Là, la conscience de masse, ça peut être effectivement un pays, une ethnie. Dans les conventions qu'on a dans un groupe, une famille, une nation, etc. Oui. Ok, donc une certaine convention, quelque chose qui est fermé, du coup, certaines croyances. Oui. Ok. Alors, dans une conscience de masse, il n'y a aucune importance donnée à ses propres désirs ou ses propres volontés. On ne les écoute pas. Hein? La personne se dissout dans le groupe auquel elle appartient. Il n'y a pas d'identité spécifique. Le moi-je, elle en tant qu'individu, n'existe pas. Et du coup, si je n'existe pas, je n'ai pas mes propres désirs et je n'ai pas de volonté autre que celle du groupe. La personne respecte sans réflexion, sans aucun questionnement, les règles, les traditions, les coutumes et les lois du groupe. Je ne me pose aucune question de pourquoi je ferai pas ci ou ça, ou pourquoi je ferai ci ou ça. Comme par exemple, en Belgique, c'est un pays assez catholique et c'est une tradition là-bas de baptiser les enfants, c'est une tradition là-bas de faire la première et la deuxième communion, c'est une tradition. Et quand je questionne certaines personnes, mais pourquoi vous le faites? La plupart des personnes n'arrivent pas à me répondre. Ils ne le font pas parce que ils croient en Dieu et que c'est pour l'enfant. Ils n'ont pas de réponse. C'est parce qu'on le fait. C'est comme ça. On le fait pour les grands-parents, on le fait pour les parents. On le fait parce qu'autrement, notre enfant n'aura pas de fête comme tous les autres enfants auront une fête. Oui, ça rentre dans quelque chose, mais sans réflexion, sans même comprendre ce que ça veut dire. Ce qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire. Je ne suis ni pas contre ou pour. Chacun fait bien comme il veut. C'est pas un souci. Mais je posais la question aux gens, je disais, mais pourquoi vous le faites? C'est quoi qui vous motive derrière? Combien de fois vous allez à l'église? Est-ce que vous priez? Quel est le but? Pas de questionnement, pas de réflexion. On fait. C'est une coutume. Mais plus proche de chez nous, la Belgique, c'est pas bien loin, mais plus proche de chez nous, dans nos propres coutumes, Noël. Pourquoi on fête Noël? C'est quoi cette coutume de mettre un arbre et des cadeaux? Ça vient d'où? Pourquoi on le fait? Est-ce qu'on a envie de le faire? En tant que thérapeute, je vois beaucoup de personnes avant ou après Noël me dire que en fait, ils n'en ont rien à faire de Noël, mais ils se sentent obligés d'y aller, obligés de le faire. Pourquoi? Voilà, tout ça, ce sont des questionnements qui n'arrivent pas en conscience de masse. Et effectivement, ça ne veut pas dire que les personnes-là sont en conscience de masse, mais ça veut bien dire que nous avons tous peut-être encore certaines choses qui nous rattachent à cette conscience de masse. Rien que déjà d'écouter les nouvelles et d'avoir un discernement par rapport à ce qui se passe et de ne pas écouter tout ce qu'on nous dit et de ne pas aller vérifier derrière ce qu'on nous raconte, mais d'avoir notre propre réflexion, notre propre questionnement derrière. Dans la conscience de masse,
on est facilement influençable par les idées et les réactions de la masse ou de l'opinion publique. Encore une fois, sans aucune pensée ni raisonnement propre. On est très souvent attaché à la famille, à une région, à un chef, un mouvement ou une religion. Et souvent, ça résulte à l'abnégation de soi et de ses qualités spécifiques. Est-ce que vous avez des exemples de personnes ou de groupes qui sont dans cette conscience de masse, encore aujourd'hui, en tant que groupe? Tout ce qui est parti politique, par exemple. Oui et non, ça dépend. Ça dépend. Là, c'est vraiment, ça peut être certains partis politiques ou certaines personnes qui sont dans ces partis politiques parce que papa y était, parce que c'est comme ça qu'il faut faire, parce qu'on a toujours fait comme ça, et donc du coup, on continue comme ça. Donc là, oui, je suis d'accord. Mais il y a des personnes qui vivent encore réellement comme ça, dans cette conscience de masse fermée. Par exemple, Les sectes. les sectes, ce sont des personnes qui sont à cette recherche de famille, d'appartenance à quelque chose, effectivement. Les témoins de Jéhovah, par exemple. Les Mormons, par exemple. Toutes les personnes qui continuent à faire comme avant, sans vouloir sortir de certaines traditions. C'était comme ça avant, donc on continue à faire comme ça. Hein. Effectivement. Tout ce qui peut venir bousculer leur état d'être, tout ce qui peut venir les faire sortir de ce qu'ils avaient avant, oui, ils n'en veulent pas, ils rejettent tout le renouveau. Hein. Tout ce qui peut faire penser individualiste, qui peut individualiser les personnes. C'est pour ça qu'il y en a certains qui vont brûler des livres, etc. Sabrina nous dit l'Inde en partie avec son système de caste, effectivement, des mariages arrangés, tout à fait. Il y a encore des personnes en Inde, même qui peuvent vivre en Angleterre, qui vont quand même épouser le mari que la famille a choisi, parce que c'est ainsi, parce que c'est comme ça, pour pas froisser la famille. Cela existe encore aujourd'hui. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le développement personnel n'existe absolument pas dans cette conscience de masse. Parce que l'individu ne cherche pas à exister personnellement. Il n'est donc pas à l'écoute de ce qui pourrait venir de soi. Il ne se pose pas cette question-là. Et vous connaissez peut-être autour de vous certaines personnes ou dans votre famille, dans votre entourage, où vous dites mais va voir quelqu'un. Mais la personne ne fait pas ces démarches-là. De toute façon, ça ne sert à rien, je ne me pose pas de questions. Voilà. Et même s'il y a des problèmes qui arrivent, ils sont plutôt dans la victimisation ou dans l'inhibition des émotions, avec les conséquences que cela amène, mais ils ne vont pas faire un travail sur soi. Ils ne peuvent pas, parce qu'ils ne peuvent pas s'écouter. Donc le rôle des émotions, dans cette conscience de masse, ce serait quoi ? Pousser les gens à l'évolution, à prendre conscience d'eux-mêmes. Ouais, les émotions permettent la naissance de l'individu, effectivement. D'autres choses ? Les faire sortir de leur zone de confort. D'une zone de confort illusoire. Oui, mais c'est la leur. Hein. Oui, oui. Ils vivent dans une bulle. Hein, donc, Tout à fait. Quoi d'autre ? Proposer une évolution. Proposer une évolution, ok. Donc à chaque fois, les émotions proposent une évolution. Mais comment, dans cette conscience de masse, ça peut proposer une évolution ? De quelle manière cela leur propose une évolution ? En fait, les émotions mettent en lumière le conflit ressenti en soi concernant certaines perceptions qui sont imposées à l'individu par son entourage.
il va commencer à découvrir sa volonté, ses propres désirs et ses propres idées, et être à l'écoute de sa propre vérité intérieure. C'est ça que les émotions vont venir le bousculer en disant « Oh, il y a un truc qui coince là, tu ne te sens pas bien ». Il s'agit d'une action d'opposition à ce qui vient de l'extérieur, donc de l'autre à moi. Voilà. Mais ça, j'en veux pas en fait. Mais je ne suis pas contente avec ça en fait. Je ne suis pas d'accord avec ça en fait. La problématique, c'est que la personne n'a jamais appris à écouter ou à reconnaître ses émotions. Et du coup, au lieu de dire « j'ai une telle émotion », la personne va dire « je ne me sens pas bien ». Je vais aller voir un médecin parce que je ne me sens pas bien. J'ai des douleurs à droite ou à gauche, ou je ne sais pas, j'ai un truc qui ne va pas, je vais me faire masser, ou je ne sais pas, je ne sais pas, je ne vais pas bien. Mais n'apprennent pas à écouter, à reconnaître réellement les émotions. Et j'ai eu certaines personnes comme ça à qui j'ai pu parler, qui disaient, quand je leur demandais comment elles se sentaient, c'était plutôt, tout de suite, ils me disaient comment je me sens, j'ai mal au ventre. Mais jamais ils pouvaient mettre un mot, une émotion, un mot sur l'émotion qu'ils ressentaient. Ça passait que par le corps, que par un ressenti. Parce qu'ils n'ont pas appris à écouter, à reconnaître les émotions. Et en fait, lors du passage de la conscience de masse à la conscience individuelle, la personne acquiert la capacité d'accepter, de ressentir et d'expérimenter ses émotions d'abord à soi-même et ensuite les exprimer aux autres. Donc déjà, reconnaître qu'elle a des émotions, qu'il y a quelque chose qui se passe en elle et de pouvoir mettre un mot dessus, les nommer, et ensuite pouvoir les partager aux autres. Le rôle des émotions à ce niveau-là consiste à faire prendre conscience à l'individu qu'il peut subsister en dehors du clan, la famille, etc., en dehors du clan, et qu'il a le droit d'être d'accord, ce sont les émotions positives ou pas, les émotions négatives, avec ce que ce dernier lui propose. Donc là, on voit que les émotions, là, à ce niveau-là, c'est de dire, mais tu réfléchis là, tu existes, tu peux dire quelque chose. Ça vient les bousculer, littéralement, pour leur dire, mais oh, réveille-toi de ce que tu es en train de vivre, tu n'es pas d'accord. Ou regarde, tu aimerais plutôt vivre ça au lieu de ça, parce que là, les émotions sont positives. Il apprend à s'attribuer le droit d'être à l'écoute de ce qu'il est, mais de ce qu'il est, mais surtout au niveau égoïstement. Hein? Mais, même si ce n'est pas en accord avec l'extérieur, avec le clan, la famille, la société, la religion, la culture, il a le droit d'écouter égoïstement ce qu'il se passe. Pour moi. Moi, je sens ça. Est-ce que vous avez des exemples? Est-ce qu'on peut dire que c'est le moment de l'adolescence chez un enfant qui s'individualise normalement? Oui, c'est le début de l'adolescence. Et moi, j'attribuerais ça plutôt à ceux qui ont des enfants savent qu'il y a une préadolescence qui est vers les 6 ans, quand l'enfant rentre en CP. Et là, tout d'un coup, il se prend pour un grand. Je ne suis plus un bébé, donc je me prends pour un grand. Là, il commence à comprendre qu'il peut commencer à penser ou à réfléchir différemment. Mais il n'y est pas encore tout à fait. Il est encore trop attaché au clan. Donc là, c'est vraiment l'apprentissage de... L'adolescence vient plus loin, quand on est réellement dans la conscience individuelle. Là, on va parler d'adolescence, on va voir ça. Je trouve que c'est un peu ce qui commence à bouger aujourd'hui en Amérique.
les Américains qui, pas tout le monde naturellement, mais là on parle de la masse, hein, de beaucoup plus d'individus, où ils ne savent rien, ils ne réfléchissent pas, ils gobent tout ce qu'on leur raconte. Et c'est super que le monsieur qui a inventé le mot fake news, c'est celui qui les nourrit le plus. Et donc, du coup, les personnes peuvent réellement voir. Aujourd'hui, c'est gros, c'est très gros. Et certaines personnes peuvent commencer à observer et dire, mais en fait, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Mais hier, il a dit ça, aujourd'hui, il dit autre chose. Mais comment on fait, du coup? Mais il y a d'autres personnes qui disent des choses plus intéressantes. Mais voilà, et ça crée chez eux un conflit intérieur qui est très intéressant parce que ça va les amener à réfléchir petit à petit différemment qu'à ce que quelqu'un leur dit. Au premier abord, le président là-bas qui peut dire un jour noir et l'heure d'après, il va dire blanc. Moi, j'ai plus le sentiment que c'est en Chine qu'il y a une conscience de groupe. Beaucoup plus qu'aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il y a énormément de personnes qui ne pensent pas du tout comme les autres. Oui, tout à fait. Là, je parle de rôle des émotions pour faire sortir. En Chine, ils ne sont pas encore en train de sortir de cette conscience de masse. Du coup, les émotions ne sont pas vraiment ressenties. Et qu'est-ce qu'on a en Chine? Les Chinois, même les Japonais, on n'écoute pas les émotions. On n'est pas fait pour ça, on est fait pour travailler. Hein, déjà, voilà. On sourit, même si on n'est pas content, on sourit quand même. Bon, ils sont encore dans la conscience de masse. Là, on parle de bouger de la conscience de masse. Le rôle des émotions, c'est faire bouger de la conscience de masse vers la conscience individuelle. Et peut-être qu'à un moment donné, en Chine, justement, ils vont dire, mais on en a marre d'être habillés tous pareils, de faire tous la même chose, ou d'aller travailler, de ne pas avoir le droit de penser, de faire des choses. On en a marre, on aimerait bouger, on aimerait faire autre chose. Ça a commencé un peu à Hong Kong à faire ça, ce qui est très bien. Les gens commencent à dire non, on ne veut plus. On a bien vu que les Chinois ne savaient pas trop quoi faire avec ça parce que ça n'était jamais vraiment arrivé, en sachant qu'Hong Kong est quand même une ville très ouverte au monde et bien différente que le reste de la Chine. Mais on voit que ça a commencé là. Est-ce que ça va avoir un impact sur les autres? Pourquoi pas? On voit ce qui s'est passé aussi en Algérie, même si les Algériens ne sont pas du tout dans la conscience de masse, mais là, il y a quelque chose qui est en train de se passer où justement les personnes qui sont dans la conscience de masse commencent à bouger en train de dire mais on ne veut plus, mais vous nous prenez pour des idiots à remettre le même tout le temps, ça fait combien d'années qu'il est là? Mais on veut que ça change. Et est-ce qu'on peut considérer aussi que le prince en Angleterre avec sa petite femme, là, c'est aussi? Absolument. C'est individualisé de quelque chose qui est là, d'une coutume, de quelque chose qui est ancré et surtout, il ne faut pas sortir. Et du coup, même à un niveau du coup plus personnel, il y a des gens qui se marient, qui font des enfants, parce que c'est comme ça, parce que tout le monde a fait comme ça avant. La société, même si aujourd'hui ça a beaucoup changé, peut influencer là-dedans, mais du coup, quelqu'un qui dit « Ok, moi je divorce », c'est aussi un passage. Oui. Ou qui dit en tant que femme, je ne veux pas d'enfant. Oui, voilà, oui, après moi j'ai fait l'exemple du divorce, mais exactement pareil pour les enfants, ouais, tout à fait. Ah ouais, je veux pas d'enfant ou je veux un enfant mais je le veux seul, voilà, de sortir de quelque chose qui est conventionnel. Tout à fait. Donc on voit que là, effectivement, les émotions sont faites pour bousculer les gens. Et là, on a vu aussi quand il y avait le mariage pour tous, comment c'est venu bousculer, mais c'est venu bousculer qui? C'est venu bousculer les personnes qui étaient tellement ancrées dans leurs croyances. À la maison, il fait un papa et une maman. Ouais, mais ça fait longtemps qu'il n'y a plus papa et maman à la maison. Hein, ou qu'il y a des papas et mamans, mais qui ne sont pas vraiment nos papas et nos mamans. Donc, ça fait longtemps que ça bouge comme ça. Donc, de quoi on parle? Mais non, ancré. C'était surtout les personnes qui étaient ancrées dans des religions, dans des croyances enfermées. C'est venu les bousculer.
intéressant pour des prises de conscience. Ça ne veut pas dire que je suis pour ou contre quoi que ce soit. Simplement, j'observe ce que ça a fait, comment ces expériences de vie est venu bousculer ces personnes-là. Moi, ça m'est passé par-dessus parce que j'en ai rien à faire, tandis que d'autres personnes, waouh, ils en étaient malades. Donc, les émotions permettent la conscience de masse, les personnes qui sont dans la conscience de masse, à passer dans la conscience individuelle. La conscience individuelle, quelqu'un qui parlait de crise d'adolescence, effectivement, la conscience individuelle amène une individualisation de la personne. La personne commence à s'affirmer, à imposer son identité spécifique à travers ses idées, ses opinions, ses goûts, en sortant du lot et en se singularisant. Là, on a vraiment cette crise d'adolescence, dont on parlait tout à l'heure. Égocentrique, elle vit sa vie selon ses propres règles, principes et lois. Alors, la crise d'adolescence n'est pas forcément de 14 ans, 13, 14 ans à 18 ans, mais ça peut aller jusqu'à 30 ans. Cette crise, cette installation dans cette conscience individuelle. Cette conscience individuelle ne laisse aucune place pour les choses ou les personnes avec lesquelles la personne ou l'individu est en désaccord. Voilà. C'est pas comme moi je suis, c'est en dehors, je n'en veux pas. Elle met sa réussite scolaire, sociale, professionnelle et personnelle en avant. Alors pour les ados, c'est surtout pas scolaire, mais plutôt social et personnel. Mais quand une personne est plus adulte, on voit ça, mes diplômes, tout ce que j'ai, comment j'ai appris, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Donc toutes les réussites sont mises en avant. Parce qu'elle est en constante recherche de reconnaissance et de valorisation des autres pour ses qualités et ses compétences individuelles. Son sens de responsabilité se limite à soi, à ses propres intérêts. Responsable, oui. Et je peux faire plein de choses, mais que quand ça me concerne. Pour le reste, vous vous débrouillez. Appeler un médecin ou faire venir une infirmière à la maison, quand ça me concerne tout de suite, mais quand ça concerne quelqu'un d'autre, et ça peut mettre mes enfants, non, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'on est à une recherche de liberté individuelle constante. On vit seul au monde. Est-ce que vous avez des exemples de personnes comme ça? J'aimerais juste dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec la recherche de reconnaissance et de valorisation des autres pour ses qualités et ses compétences individuelles. Dans le sens où il y a beaucoup, je suis thérapeute aussi, et je vois pas mal de gens, même âgés, qui ont fait un métier, par exemple, qui est en lien soit avec les parents, ou soit dans un côté positif, c'est-à-dire qu'ils ont effectivement pris quelque chose d'intéressant chez leurs parents et ont décidé de faire cette profession-là. Soit à l'inverse, par manque d'amour de leurs parents, ont décidé de faire la même profession que le père ou la mère, parce que effectivement, c'est un moyen de reconnaissance de la part de leur père ou de leur mère. Donc c'est pas, à cet endroit-là, il n'y a pas forcément d'individualité, quoi. C'est je me glisse dans une porte qui m'est tendue par mon père ou par ma mère parce que j'ai besoin d'être reconnu par eux et je vais vers eux, quoi, de cette manière-là. Oui. Et donc ça, on parle de je sais pas. Ce serait quelle conscience? Ce serait quelle conscience, du coup? Pour moi, ce serait encore la conscience de masse. Absolument. Ouais. À ce niveau-là, oui, ce sera encore une conscience de masse. Par contre, de dire, regardez comme je suis bien, comme je suis beau, comment je chante bien, comment j'ai bien fait ça, et avoir de plus de personnes possibles, que ce soit les parents ou quelqu'un d'autre, on s'en fout, mais d'avoir de plus de personnes possibles qui m'admirent. Oui. Voilà, c'est dans ce cadre-là. D'accord, ok.
Voilà, effectivement, de ce que tu as dit, ça rentre dans la conscience de masse, mais dans la conscience individuelle, mes parents ne m'aiment pas, mais je ferme la porte, je m'en fous, c'est pas grave. Mes sœurs ou mes frères ne me reconnaissent pas, c'est pas grave, je vais aller chercher d'autres. Je me crée une autre famille, là où je suis adulée, là où je suis adorée, là où on reconnaît qui je suis. Voilà. C'est plus ça dans la conscience Intéressant. individuelle. Ça m'intéresse à titre personnel. Merci. Est-ce qu'il y a les gourous? Oui. Ouais, non? Ouais. Les gourous qui vont, comme disait tout à l'heure une personne, les sectes, effectivement, les sectes sont gérées par des gourous qui vont attirer à eux ces personnes qui sont en conscience de masse, qui vont les utiliser pour eux, pas pour leur bien-être aux personnes qu'il a attirées, mais pour son propre bien-être à lui. Absolument. Enfin, là, c'est les gourous, les gourous occidentaux, hein, parce qu'en Inde, les véritables gourous ne font pas ça. Hein. Oui, naturellement, on parle de gourous occidentaux. Oui, naturellement. Voilà. Même s'il y a quand même certains gourous dans des pays dits plus spirituels que chez nous qui peuvent aussi le faire. Mais, Absolument, oui. D'autres exemples? Conscience individuelle, il y en a plein. Il y en a un grand, qu'on voit tout le temps. Monsieur Trump est en conscience individuelle, très individuelle et personnelle. Il est même individualiste. Absolument. On parle de lui comme un narcissique. C'est quelqu'un qui ne parle que de lui. Et il n'y a que lui. Et il s'en fout même de ce qui se passe autour de lui. Il n'y a que lui qui compte. Hein? Et son pendant russe, hein, Poutine, pas mal non plus. Hein. Oui, je trouve qu'il a quand même moins de discours narcissiques. Après, je ne le connais pas personnellement, de discours narcissiques que M. Trump. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes. On entend beaucoup parler de pervers narcissiques, etc. C'est une conséquence de ça. C'est parce que justement, on sort d'une conscience de masse pour aller vers une conscience individuelle. L'humanité commence à s'individualiser et du coup, on passe par ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de pervers narcissiques autour de nous. Énormément de pervers narcissiques autour de nous. Quel serait le rôle des émotions, justement, dans la conscience individuelle? La prise de conscience du rapport à l'autre. Tu as dit de prendre plus conscience du rapport à l'autre? Oui. Oui, ça c'est en deuxième temps, effectivement. De nous apprendre à assumer notre individualité. Oui, tout à fait. Intéressant. Effectivement, en conscience individuelle, la personne commence à apprendre à se connaître réellement et à travailler pour soi, et à voir qu'elle existe. La problématique avec ça, c'est que, et ça aussi on en voit beaucoup, des personnes qui commencent à ressentir, à dire mais enfin je ressens mes émotions, je m'autorise à ressentir mes émotions, et du coup elles restent coincées dans ces émotions-là. Et peuvent être complètement identifiées à leurs émotions et la victimisation, etc. en découle. Elles se laissent complètement envahir par elles. Et donc, avant de trouver le juste milieu entre l'imposition de soi et l'affirmation de soi, la personnalité sortant de la non-existence passe par la surexistence. D'une personnalité complètement effacée à une personnalité surexposée. Cela veut dire que je n'ai pas pu
ressentir quoi que ce soit, où je ne m'autorisais pas, où je ne savais même pas que je ressentais quelque chose, maintenant que je commence à comprendre que je peux ressentir quelque chose et que je le droit de ressentir quelque chose, non mais quand même, je peux rentrer dans l'excès de cela. C'est une sorte de coming out. Oui, tout à fait. Et donc, il nous faut apprendre à comment gérer ces émotions-là. Hein. Et petit à petit, l'individu va apprendre à imposer son existence à l'autre et à se soucier de son propre bien-être avant celui des autres. Dire, mais moi, je ne suis pas d'accord, moi, je n'ai pas envie de faire ci ou de faire ça, ou d'épouser telle personne, parce que je n'aime pas cette personne-là. Donc, du coup, non, je ne veux pas, et je ne veux pas le faire pour vous faire plaisir. C'est ma vie, je prends soin de moi. Une personne a écrit s'unir à plus large que soi, effectivement, mais ça vient après encore. D'abord, la personne doit commencer déjà à comprendre que qui je suis, comment je fonctionne, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce que j'aime pas. Et pour ça, il va aller trop loin. Il va aller vers un pervers narcissique ou un narcissique, un égocentrique. On va passer par là. En fait, il répond à ses frustrations. Absolument, absolument. Au départ, c'est ce qui se passe. Mais les émotions vont lui permettre petit à petit d'avancer vers la confiance en soi et du coup l'affirmation de soi. Une personne qui ne peut pas s'affirmer, ne va nulle part. Une personne qui est effacée dans un grand tout, on ne le voit pas. Je ne sais pas quelle qualité la personne a, parce qu'elle ne s'affirme pas. Une personne comme Trump est devenu président, pourquoi? Parce qu'il s'affirme. Il n'en a rien à faire de ce que les autres pensent de lui. Moi, je suis, voilà. Et j'ai aucun problème de dire un jour que c'est comme ça et un autre jour que c'est pas pareil, que c'est complètement l'inverse. J'en ai rien à faire. Moi, je suis le meilleur. Et il le dit. Donc, c'est pour ça qu'il est arrivé là où il en est. Hein? Pas parce qu'il s'est caché ou qu'il était timide. Il s'agit d'une action d'opposition intérieure, moi, vers l'extérieur. Là, il y a vraiment une séparation qui se fait, où moi, je me vois moi, et je me compare moi, où j'existe moi par rapport à ce qui est autour de moi. Mais je suis le centre du monde. Et là, on reconnaît bien, comme on avait dit tout à l'heure, les adolescents aussi. Hein? Donc, on apprend à écouter et à affirmer ses propres vérités intérieures qui font obligatoirement passer l'individu par la case égocentrique. Et si un adulte, un adolescent passe par cette case égocentrique, on voit qu'après, ça devient un être intégré qui affirme et qui peut prendre position, qui n'est pas forcément un égocentrique ou un narcissique après, mais qui peut prendre sa position là où il est. Une personne qui ne fait pas de crise d'adolescence ne le fait pas. Donc, ça permet un apprentissage de l'affirmation de ce qu'on est intérieurement, mais sans s'imposer. Donc, on voit que l'adolescent passe par cette phase-là où il s'impose, etc., et, les grands conflits, pour un moment donné, pour pouvoir imposer ce qu'il est ou affirmer ce qu'il est, mais ne s'impose pas. Il affirme simplement, moi, c'est comme ça. Et quand une personne affirme que c'est comme ça pour soi, on ne bouscule pas. C'est OK. Les émotions amènent aussi, et là je rejoins, s'unir à plus large que soi, amènent aussi une introspection saine, générant un bien-être intérieur, permettant de partager ce bien-être autour de soi. Ces personnes-là vont faire du développement personnel parce qu'elles vont essayer de se comprendre. Elles vont essayer de s'ouvrir à quelque chose de plus grand que soi.
elles vont comprendre que mais j'ai des qualités. Et comment je peux donner ces qualités à d'autres? Les émotions viennent faire comprendre qu'est-ce qui me touche personnellement. Je vais aller vérifier où est-ce que ça me touche et comment je peux améliorer cela en moi, mais aussi autour de moi. Et cela amène du coup à la conscience de groupe. Qu'est-ce qu'on peut entendre par conscience de groupe? C'est l'amour désintéressé. La bienveillance, l'accueil. C'est l'individu qui reconnaît les autres individus. Ouais. Pensée collective. Pensée collective. Ouais. Au collectif, quoi. Penser à s'investir pour le collectif. C'est les désirs aussi qui on ne veut plus forcément que pour soi. Par rapport à ce qui vient d'être dit, du coup, c'est en lien quand à un moment on prend conscience des autres autour de soi et tout. Après, il y a aussi quelque chose qui évolue au niveau du désir. Donc, des désirs pour un plus grand nombre. Oui, voilà. Par exemple, ça peut être l'écologie, voilà, d'autres choses. Donc, voilà. La responsabilité. Tu veux dire que les responsabilités changent? Non, c'est une responsabilité par rapport à d'un groupe. Est-ce que tu peux expliquer un peu mieux? C'est un engagement, une responsabilité, un engagement par rapport à ce qu'on pense, par rapport à nos émotions. Et donc, tu veux dire qu'il y a une conscience, dans la conscience du groupe, il y a un engagement vers quelque chose pour prendre responsabilité par rapport aux autres? Par rapport à soi déjà, Par rapport à soi, ça, c'est dans la conscience individuelle, où on prend déjà conscience et responsabilité de ce qu'on peut ressentir soi, pour soi, et je prends la responsabilité par rapport à ça. Et effectivement, ça continue dans la conscience de groupe où je ne vais pas mettre la faute sur les autres, mais que je vais prendre la responsabilité quand je travaille en groupe, de ce qui m'arrive ou ce que je ressens personnellement, ou ça vient me toucher personnellement. Mais je prends cette responsabilité-là, effectivement. Il est écrit, quelqu'un a écrit le point de conscience élargi. Il n'est plus question de son seul être, mais il y a une compréhension de l'interdépendance. Voilà. Il y a quelque chose de plus large qui se fait. Et effectivement, dans cette conscience-là, il y a une ouverture du cœur. On s'ouvre aux autres, on commence à comprendre. La personne commence à comprendre, l'individu commence à comprendre qu'il fait partie de l'humanité en tant que groupe, en tant qu'entier, en tant qu'un, et reconnaît et respecte les règnes minéral, végétal et animal. Et comme a été dit, donc effectivement, avec l'écologie, etc., on commence à comprendre quelque chose. Et là, aujourd'hui, c'est quelque chose qui, avec ce confinement, avec toute cette pandémie qui est en train de se passer, on voit qu'il y a quelque chose de cette ouverture qui est en train de se faire. On est vraiment en train de passer pour certaines personnes dans certains pays, on est en train de se dire mais il y a quelque chose qui s'ouvre, pensons à nous-mêmes, pensons déjà différemment. Il y a toute une autre partie qui commence à passer en groupe, mais si on faisait tout ensemble quelque chose. Donc il y a une recherche qui à se mettre au service des autres et à tous les terriens, par le végétal, l'animal, le minéral, et on commence à voir quel impact on a, nous, et comment on aimerait justement sortir de cette individualisation pour s'ouvrir tous ces
toutes ces petites vidéos magnifiques de dauphins qui viennent tout d'un coup nager à Venise, ou les baleines là, qui sont vers Marseille, dans les calanques de Marseille, mais c'est magnifique. Tout d'un coup, on voit ça. On ne savait même pas que ça existait. Donc, voilà, on commence à prendre conscience, mais on n'est pas tout seul et on a un impact sur les autres. Mais on est bien égoïste, nous, en tant qu'humains. Il y a un travail de groupe. On va mettre à disposition nos qualités, nos compétences pour pouvoir amener quelque chose pour le plus grand, pour le bien-être du plus grand nombre. Pas que pour moi, mais aussi pour les autres. Et je mets au service ce que je suis, ce que j'ai appris à affirmer à un moment donné. Dans ma conscience individuelle, je suis devenue une personne. Il fallait que je passe par là pour aujourd'hui pouvoir offrir ce que je suis. Si je suis effacée dans un groupe de masse, de conscience de masse, je ne peux pas affirmer, je ne peux pas donner ce que je suis. Donc aujourd'hui, j'affirme ce que je suis et j'offre cela. L'altruisme, la compassion, on a dit la bienveillance, des justes relations humaines et, comme ça a été dit, le véritable don de soi sans attendre en retour. Vous avez des exemples de cela, de cette conscience de groupe qui est déjà en œuvre aujourd'hui. Oui. J'ai l'impression que la France, c'est un peu le cas de la France, je ne parle pas de tous les Français parce que chacun a des niveaux de conscience différents, mais on va dire le pays ou la nation, je ne sais pas comment on dit ça, est là-dedans en fait, est en train de passer de la conscience individuelle à la conscience de groupe, il me semble. Parce qu'il y a encore beaucoup d'individualisme, mais il y a quand même quelque chose ouais, il y a quand même quelque chose qui change, quoi. On voit bien voilà, que les gens sont quand même très intéressés par l'écologie, par exemple. Maintenant, tout le monde en parle dans tous les partis politiques. Je n'ai pas d'autres exemples qui viennent, mais... Ok, d'autres personnes qui auraient d'autres exemples, justement, que la France, par exemple, est en train de passer plus vers une conscience de groupe? Moi, je dirais toutes les personnes qui font des petites choses. Aujourd'hui, on voit des petites dames qui savent pas quoi faire, qui font des masques pour les autres. Personne qui va faire des courses pour son voisin. Ce ne peut être que des choses simples comme ça. Absolument. On parle toujours de scénarios catastrophiques, on parle toujours de tout ce qui ne va pas, mais là, quand on parle de conscience de groupe, on parle de choses qui vont bien et qui sont en train de changer. Et il y en a. Comme quoi, par exemple? Les gens qui respectent le confinement, tout simplement. Oui, c'est aussi une conscience de groupe, absolument. Et ceux qui ne respectent pas sont en conscience individuelle. La monnaie locale, par exemple, conscience de groupe. Prendre des paniers ou aider les agriculteurs en achetant des paniers chez eux, c'est une conscience de groupe. Les jardins partagés. Les jardins partagés, absolument. Conscience de groupe. Aider à la scolarité dans des pays qui ont besoin justement de pouvoir éduquer leurs enfants, c'est une conscience de groupe. Je connais par exemple au Cambodge une personne qui n'est pas très riche lui-même. Il a arrêté son travail, il avait un travail où il gagnait quand même un peu d'argent, il a arrêté son travail pour pouvoir être à temps plein dans une école pour apprendre aux jeunes enfants à lire l'anglais, etc., pour vraiment être là pour eux et leur donner une chance, leur construire des maisons pour que les parents puissent y vivre et que les enfants puissent avoir un bon début, un bon démarrage dans la vie. Ça, c'est une conscience collective aussi, c'est une conscience de groupe. Les personnes qui vont sur les bateaux pour aider les naufragés, les
migrants qui viennent en bateau pour aller les aider, c'est une conscience de groupe. Les personnes qui aident les gens sans papier, c'est une conscience de groupe. Aujourd'hui, on voit bien que l'Europe est obligée d'aller plus vers la conscience de groupe avec la problématique qu'on a aujourd'hui et de ne plus rester en conscience individuelle, chacun chez soi, en conscience individuelle, essayer de tirer quelque chose de l'Europe vers soi, mais qu'aujourd'hui, l'Europe doit offrir quelque chose à l'Europe, à tout le monde, sans condition, justement. Voilà. On voit que là, on est en train de commencer à travailler là-dessus. Il y a des choses qui sont en train de se faire, et c'est intéressant de voir ça. Du coup, le rôle des émotions dans cette conscience de groupe, ce serait quoi? Parce que, à bout en conscience de groupe, on a toujours des émotions. Effectivement, Catherine dit tout engagement pour les autres, bénévolat, ne révèle pas automatiquement de la conscience de groupe. Et je suis tout à fait d'accord, parce que certaines personnes font cela pour soi. Ça peut être individuel. Je fais ça individuellement. Mais ça peut aussi être la conscience de masse où tout le monde fait ça, donc je le fais aussi. Tout à fait vrai que le bénévolat n'est pas forcément, de la partie de la conscience de groupe. Merci pour cette précision. Pour certains, c'est une fuite, en fait. Hein. C'est une fuite de l'individualité, justement. Je n'ai pas compris. Tu voulais dire quoi? Pour certains, c'est une fuite de leur individualité. C'est-à-dire que plutôt que de reconnaître leurs faiblesses ou leurs peurs, qui sont liées justement à leurs émotions, qui les feraient évoluer, elles préfèrent se rattacher à quelque chose d'autre qui est complètement extérieur, en se disant, bon, au moins je fais quelque chose de bien et voilà, je milite dans cette direction. Plutôt que de militer dans la direction. Absolument, mais là, il rentre de nouveau dans quelque chose de conscience de masse. J'ai quitté la conscience de masse là parce que ça ne m'allait pas, mais je rentre dans une autre conscience de masse. Voilà. Comme les personnes qui vont faire le djihad, par exemple, qui vont partir d'ici et qui vont aller faire le djihad pour appartenir à quelque chose d'un groupe. Voilà. Une personne qui est en conscience individuelle ne veut pas appartenir à un groupe, mais peut avoir la conscience de groupe. D'accord? N'est pas forcément une personne qui appartient à un groupe ou qui veut avoir un groupe autour de soi, mais une personne qui pense aux autres et pas forcément à soi. Okay. Donc le rôle des émotions au niveau de la conscience de groupe, ce serait quoi? Allez, je vous aide un peu. Dans cette phase, l'individu apprend à accueillir et à aborder des émotions de manière plus rapide afin de découvrir ce que l'expérience lui propose. Quand la personne a passé dans la conscience individuelle et a pu s'affirmer à soi, elle a compris que les expériences de vie sont là pour l'aider à avancer, à se purifier. Et donc, dès qu'il y a une émotion qui monte, la personne dit « Ah, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je vais observer et je vais voir. » Mais elle ne reste absolument pas coincée dedans. Parfois, on ne sait même pas qu'elle a une émotion. Voilà. Parce qu'elle n'y prête pas plus attention que ça, simplement pour dire que, ben voilà, il y a ce clignotant qui est allumé, qui me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller travailler, aller voir ce que cette émotion vient mettre en lumière. Hein? Il comprend que les émotions sont là pour lui montrer ses impuretés dans sa relation aux autres. Ah bah tiens, il y a quelque chose qui ne va pas parce que je ne me sens pas bien dans cette relation avec l'autre. Ce qui lui permet de purifier sa relation à soi et à l'autre. Donc aujourd'hui, la personne a tout à fait compris que les émotions sont là simplement pour la bousculer. Et donc du coup, elle n'a pas besoin d'être bousculée beaucoup. Un petit truc, ça suffit pour dire « Ah tiens, là j'ai une émotion, c'est quoi ?
il y a une proposition d'évolution, une proposition d'aller plus loin, de prendre conscience de quelque chose de nouveau, de m'éveiller souvent à soi-même, de m'éveiller pour me connaître davantage. Et du coup, faire un pas vers cette impersonnalité. Hein, si on ne fait pas de développement personnel en conscience de masse parce qu'il n'y a pas de personnalité, il n'y a pas de développement personnel parce que ça n'existe pas. Dans la conscience individuelle, il y a beaucoup de développement personnel, parfois tellement qu'on reste vraiment coincé dedans parce que ça vient nourrir l'ego à fond, le développement personnel, donc souvent on aime bien. Et à un moment donné, quand on sort de ça, on ne fait plus du développement personnel pour soi, mais pour pouvoir être encore meilleur, pour pouvoir servir davantage. On est beaucoup plus au service de l'autre. Si ça me coince, comment je peux m'en débarrasser pour pouvoir être encore mieux pour les autres? Donc, on est dans un développement personnel pour nous amener à être de plus en plus impersonnel. Du coup, je vais arriver à la conclusion. La conscience de masse. Dans la conscience de masse, une personne a besoin d'écouter ses émotions pour apprendre à s'individualiser. Dans une conscience individuelle, en premier temps, la personne a besoin d'écouter ses émotions afin de prendre soin de soi, hein, pour ensuite comprendre qu'il ne faut pas rester coincé dans ces émotions-là qui vont continuer à nourrir l'ego. Ce que je disais dans le développement personnel, à un moment donné, trop de développement personnel tue le développement personnel et on rentre que dans le soi, le moi, le moi, le moi, le moi, le moi. Et ça ne fait pas avancer non plus. On n'évolue pas, on reste coincé dans quelque chose. D'accord ? D'où les émotions qui vont arriver et la personne va continuer à ressentir. Et ben, voilà, il y aura toujours cette victimisation. Dans les deux cas, on a besoin d'une aide extérieure. La première, c'est de faire prendre conscience à certaines personnes, et c'est absolument pas facile à faire prendre conscience à certaines personnes qu'ils ont des émotions et qui ont le droit de les écouter. Beaucoup de personnes qui ont des maladies assez graves ou des maladies chroniques sont souvent des personnes qui ne se sentent pas le droit d'écouter leurs émotions. Et donc simplement, une aide, ça peut être de dire, mais tu as le droit, mais qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu aimes, tu n'aimes pas? Ici, tu peux le dire. Vas-y, exprime-toi. Quelque chose qu'on ne peut pas forcément faire à l'extérieur. Et pour les personnes en conscience individuelle, aussi là, on peut avoir une aide extérieure, donc déjà d'écouter les émotions et de s'autoriser à devenir égoïste. Déjà, pour pouvoir s'écouter, prendre soin de soi, dire ben non, là c'est bon, combien de personnes j'ai pas vu en burn-out, pour leur dire mais prenez soin de vous, écoutez-vous, vous n'avez pas envie, mais ne le faites pas, restez à la maison. C'est OK. Dans ce pays-ci, en plus, vous avez le droit de rester à la maison parce que vous êtes malade, donc faites-le. Écoutez-vous. Et c'est en faisant cela, en nourrissant le fait d'avoir le droit d'être égoïste, que la personne peut rentrer dans cette conscience individuelle. Beaucoup de personnes sont en train de passer dans ce passage-là aujourd'hui, hein, de conscience de masse à la conscience individuelle. Ils se renforcer réellement là-dedans. Et justement aussi dans cette deuxième phase, le besoin de ressortir de ce que moi je veux, qui vient nourrir que l'ego de plus en plus grand. Et là, effectivement, on a aussi besoin d'aide pour s'en sortir. Naturellement, les personnes qui sont dans ce narcissisme exacerbé ne pensent pas qu'ils ont besoin d'aide. Et là, c'est très compliqué pour les aider. Alors, il y a une personne qui dit certains thérapeutes parlent de dépouillement personnel. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Bonsoir à tous. Alors, le dépouillement personnel, ça serait se délester en gros de tout ce qui fait partie de la personne, de son ego, tout simplement. Moi, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça que je le comprends. Ok, donc d'enlever tout ce qui est en lien avec son ego. Voilà.
Ok, effectivement, de pouvoir se libérer de ça aussi. Parce que d'abord, on est coincé, prisonnier dans cette conscience de masse où on n'a pas le droit de réfléchir, mais après, on peut aussi être prisonnier de son propre ego. Effectivement, merci. Et du coup, pour arriver après, ce n'est que en devenant individuel, donc ce personnage égocentrique, à un moment donné, ça va l'amener à reconnaître et à s'ouvrir aux autres et à rentrer dans cette conscience de groupe où il reconnaît et utilise consciemment les émotions comme outil de purification de son être afin de donner le meilleur de soi autour de soi. Oui, il va utiliser cela pas pour soi, mais pour les autres. Mieux je suis moi, mieux je peux m'offrir aux autres. Et le travail n'est plus égoïstement pour soi, même si ça le concerne, mais c'est pour être un meilleur véhicule, un meilleur canal, nommez-le comme vous le voulez. Et c'est à ce moment-là que l'individu peut commencer à s'auto-coacher. Parce qu'il est devenu assez responsable et conscient pour pouvoir le faire, autoconscient pour pouvoir le faire. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à tout ce que j'ai dit, à tout ce qui a été partagé déjà? Vous avez compris par rapport aux émotions qu'effectivement, on ne peut pas avoir les mêmes émotions, on ne peut pas traiter les émotions de la même manière pour tout le monde. Les différences entre cette conscience de groupe et cette conscience individuelle et de masse. Moi, j'ai l'impression qu'on a quand même un peu des trois consciences en même temps. Oui. Parce qu'il y a certaines consciences de masse qu'on n'a pas évacuées parce que ça n'est pas remonté à la conscience. Et puis, quand on est dans la conscience individuelle, c'est assez confortable. Donc, c'est pas toujours facile de passer à la conscience de groupe. Et il me semble qu'on fait un bon petit mélange chez chaque individu. Absolument. Merci pour ce partage parce que c'est tout à fait vrai. Ce n'est absolument pas linéaire. Et cela peut se voir parce qu'il y a certaines personnes qui sont dans un grand partage, dans une conscience de groupe et tout d'un coup, quelques années plus tard, on les revoit très individuels, à venir des gourous justement, avoir des personnes en dessous d'eux et très individualistes et très narcissiques. Et on dit mais qu'est-ce qui leur est arrivé ? C'est très, très compliqué, justement. C'est pour ça que ça demande un travail constant. Et que même en conscience de groupe, les émotions sont là comme des garde-fous pour nous dire, mais continue à travailler. C'est pas linéaire. On peut être dans l'un ou dans l'autre. Effectivement, je parlais de Noël. Combien de personnes d'entre nous, je parle de Noël, mais il y a d'autres choses aussi, hein, pour les anniversaires ou pour le 14 février, effectivement, ça donne, on reste parfois coincé dans des petites choses comme ça, la fête des mères, ah, tu ne m'as pas fêté la fête des mères, tout ça, ça reste dans la conscience de masse, parce que c'est quelque chose de masse, et ça reste dans la conscience individuelle aussi. Et on peut être là-dedans, même si je travaille dans la conscience de groupe et que je fais quelque chose pour le plus grand nombre, etc. On peut quand même rester là-dedans. Mais c'est ça justement. Regardez un peu ce que ça fait chez vous. Regardez les émotions, où est-ce que ça vient vous toucher et comment ça vient vous toucher. Est-ce que vous acceptez ce que vous êtes en train de vous arriver ou pas? Comment vous jugez? Quelle bienveillance vous avez envers vous-même? Les personnes qui sont en conscience de masse ou qui se jugent par rapport aux autres vont être beaucoup plus en colère contre eux-mêmes, moins de bienveillance parce qu'il faut apparaître par rapport aux autres. On n'est pas dans la conscience de groupe là, hein, on est dans la conscience de masse. Parce que dans la conscience de groupe, si j'ai un problème, je le gère moi
et je me retire, je vais travailler sur moi pour après revenir, mais encore mieux, j'amène mes qualités au groupe. Et s'il y a quelque chose qui vient toucher personnellement, j'amène ça à la maison, je travaille dessus. Et je peux parfois aussi revenir dans le groupe en disant, ben, voilà ce qui s'est passé, voilà comment on devrait peut-être travailler différemment en groupe, parce qu'il y a eu des choses qui n'étaient pas justes, mais on peut parler en groupe de ça. Ouais. Donc, c'est un travail de tout le temps. Effectivement, ce n'est pas linéaire. Mais à chaque fois, et je pense que vous avez compris, c'était un peu le but aussi que les émotions nous font évoluer. Et que ce soit des émotions dites positives ou négatives, elles nous font évoluer. Même les émotions qui sont positives. Parce que quand j'ai quelque chose qui m'arrive et que j'aime bien, par exemple, comme quelqu'un disait, ce n'est pas parce qu'on fait un travail de groupe, de bénévoles de groupe, que tout d'un coup je suis dans cette conscience de groupe. Ça peut être très individuel, ça me fait du bien. Ça me fait du bien quand je fais ça. Voilà. Et quand ça me fait du bien de faire un travail bénévolat, je le fais pour qui ? C'est une question qu'on peut se poser. Et là, c'est au niveau individuel que ça se passe. Ouais. Absolument. Absolument. Il y avait dans un des groupes que j'animais une fois une personne qui disait oh, j'ai rencontré une femme absolument adorable, superbe, d'un certain âge déjà, et elle disait, dont tout le monde devait se présenter, et elle disait ben moi je suis, moi j'amène l'amour aux gens. Et elle disait ah bon, et vous faites comment? Ben moi simplement quand je suis là, je rayonne, je marche dans la rue, je rayonne et je donne et je donne et je donne et ça me fait du bien. Et les personnes pensaient vraiment c'est super. Je dis mais ok, c'est très bien qu'elle fasse ça, super. Si plus de personnes feraient ça, le monde irait déjà beaucoup mieux. Mais c'est quelque chose de très égoïste, très individualiste et très centré sur elle. Parce que si réellement elle serait dans cette ouverture, elle aurait besoin d'en parler à tout le monde. Elle aurait besoin de le dire à tout le monde pour qu'on lui dise « c'est bien ce que vous faites ». Oh là là, pas du tout. Pas du tout. La plupart des personnes qui font des choses à cœur ouvert, ce ne sont pas des personnes qui vont le mettre sur YouTube. Pas du tout. Ce sont des personnes qui souvent font des choses, mais derrière. Voilà. Travaillant à l'hôpital, oui. En fait, ils n'ont pas besoin de le montrer puisqu'ils le font. Absolument. Absolument. Quand on fait une chose, ben, on la fait. On n'en parle pas. Absolument. Absolument. Travaillant à l'hôpital, donc je vois les infirmières, elles sont fantastiques dans le service où je travaille, elles sont fantastiques, les aides-soignantes fantastiques, elles ont vraiment un très bon relationnel avec les patients, tout ça, mais même les personnes qui sont là pour faire le ménage, ces personnes-là sont fantastiques aussi. Et les patients ne savent même pas qui fait quoi en fait, parce que tout le monde est gentil et il n'y a pas de différence. Parce qu'elles sont là, elles ne sont pas simplement là pour nettoyer, elles sont là aussi, et quand je discute avec elles, elles ne sont pas là pour nettoyer, pas là pour faire du ménage, elles sont là pour les patients. Et c'est souvent eux, ces personnes-là qui font le ménage, qui viennent me voir, on fait la réflexologie dans le service d'oncologie, qui viennent me voir pour me dire « Oh, il y a une telle personne, ça lui ferait du bien ». Elles ne sont pas reconnues pour cela, et pourtant, elles le font. Voilà. Effectivement, Catherine dit qu'un témoignage peut faire émerger le sentiment chez les autres. Oui, et cette conférence offerte sera bien partagée pour le plus grand nombre. Absolument. Tout est affaire de positionnement. Je suis tout à fait d'accord. Absolument. L'idée, c'est que quand on fait quelque chose
comment dire, c'était pour mettre l'accent sur le fait de, si moi je dis, et moi je fais ci, et moi je fais ça, et j'attire des trucs sur moi, et regardez-moi, là il y a effectivement quelque chose qui est beaucoup plus individualiste en mettant la lumière sur moi. C'est très, très compliqué, très, très difficile de faire la part des choses. De faire la part des choses aussi pour soi. Et je me suis posé la question, mais pour qui tu le fais? Pourquoi tu le fais? C'est aussi pour ça que pendant un certain temps, je ne l'ai pas fait. Parce que je ne savais pas pour qui je le faisais. Aujourd'hui, je pense savoir que je le fais pour offrir au groupe, mais je me pose cette question régulièrement, pourquoi je le fais? Et est-ce que ça m'apporte quelque chose? Est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que ça vient nourrir quelque chose en moi? Et ça, c'est un questionnement qu'il faut se poser tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire en disant « Oula, mais je ne fais rien parce que si je me mets sur YouTube ou si on me voit trop, ou si je fais des conférences ou je ne sais pas quoi, ou si j'écris un livre, oulala, ou je fais un film, les gens vont me regarder, du coup, je vais attirer sur moi. » Non. Parfois, le Dalai Lama, tout le monde le regarde, tout le monde le connaît, malgré lui. Et pourtant, il ne le fait pas pour lui. Mère Teresa ne le faisait pas pour elle. Elle est devenue connue parce qu'elle faisait des choses pour les autres et qu'elle ne s'en cachait pas. Donc, effectivement, tout est affaire de positionnement et de questionnement qu'on fait aussi par rapport à soi et de se regarder. Voilà. De regarder ce que cela vient nourrir en soi, tout le temps, à chaque instant. Chaque fois qu'on fait quelque chose, je le fais pour qui? Si j'ai des enfants, je vais avoir des enfants, pour qui? Des enfants pour moi ou des enfants pour amener une nouvelle vie sur la terre? Question. Je vais prendre soin de mes parents qui sont âgés. Je le fais pourquoi? Je le fais pour moi parce qu'autrement je me sens coupable? Ou est-ce que je le fais par amour ou par conscience de groupe? Vous voyez? Il y a toujours une question qu'on peut se poser par rapport au bénévolat, etc. Effectivement. En fait, le bénéfice secondaire dans la conscience de groupe, il existe, mais il n'est pas le moteur de l'action. Tout à fait. Il est simplement une résultante de l'action. Voilà. Oui. À l'inverse de la conscience individuelle, où là, effectivement, c'est le moteur de l'action. Absolument. Et c'est là où c'est très, très compliqué, c'est de ne pas rester coincé dans ce bénéfice secondaire. Ouais. Et vous connaissez certainement plein de personnes qui ont fait des choses magnifiques, fantastiques, mais qui sont quelque part restées coincées dans ce bénéfice secondaire et se sont nourries de ça après. Et des personnes vraiment grandes, hein, que j'ai admirées ou que j'ai suivies pendant un certain moment, que j'ai arrêtées parce que ça venait nourrir quelque chose en eux. Ils étaient passés trop, moins dans la conscience de groupe, plus dans la conscience individualiste. C'est compliqué de ne pas rentrer dedans. Et voilà, il faut faire attention de ne pas rentrer là-dedans. Et parfois, on ne se croit pas dedans, on y est quand même. Donc, voilà. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres choses à partager? Je voulais vous remercier pour votre participation, encore une fois. Et je vous dis à bientôt, si vous le souhaitez, pour d'autres aventures. Merci à vous.